En 1929, la plus grande crise économique éclate aux États-Unis. Cette crise touche progressivement tous les secteurs d'activité. Par exemple, on aura 25% de chômage aux États-Unis en 1932, mais elle touche aussi majoritairement le secteur agricole. Progressivement, elle viendra aussi à toucher tous les différents pays, et ce, dans le monde entier, particulièrement en Amérique latine. Le président Hoover, qui était en fonction à ce moment-là, a mis en place une politique qui a été un échec total, ce qui amènera donc le président Franklin Roosevelt à être élu en 1932. La principale préoccupation du président Roosevelt, c'était de remonter le moral des Américains, et pour ce faire, il va utiliser ce qu'on appelle l'expérimentation. Le président Roosevelt a aussi été novateur dans son art, puisqu'il a élu la première ministre femme des États-Unis. Alors pour comprendre au mieux tout ça, on va d'abord étudier dans un premier temps l'origine de la crise économique de 1929, et on étudiera ensemble la politique qui a été mise en place aux États-Unis, donc le New Deal, pour pouvoir compenser les effets de cette crise. Pour mieux comprendre les effets de cette crise, il faut bien comprendre que depuis la fin du XVIIIe siècle, on assiste à deux révolutions industrielles. Ces deux révolutions industrielles apportent une nouvelle ère, celle de la prospérité économique aux États-Unis. Aussi, il existe maintenant une nouvelle façon pour les citoyens américains de faire de l'argent rapidement et facilement, celle d'acheter des actions. De telle sorte que dans les années 1920, plus de 14 millions d'Américains posséderont des actions. Le problème d'acheter autant d'actions, c'est que le prix de ces dernières sont complètement décorrélés de leur prix réel, et donc amène à la création d'une bulle spéculative qui, on le verra juste après, éclatera fin novembre 1929. La deuxième raison de la crise économique, c'est celle du fait que les États, notamment les États-Unis, se sont très largement endettés pour financer la guerre de 14-18, de telle sorte qu'en 1922, les États-Unis seront presque endettés à hauteur de 400% de leur PIB. La troisième raison, c'est celle de la politique monétaire restrictive menée dans toutes les banques centrales, surtout aux États-Unis. Cette politique monétaire restrictive amène à une baisse des crédits, et donc les ménages ne consomment plus autant qu'avant. Cependant, et c'est là la quatrième raison, c'était que tous les secteurs d'activité ont été habitués pendant la crise de 14-18 à produire massivement, et ce, toutes sortes de produits et services. De telle sorte qu'avec la baisse des crédits, on a une baisse de la demande pour une offre qui est toujours exponentielle. Donc on a ici nos quatre origines de la crise de 1929, une boursière, une liée à l'endettement, une liée à la politique monétaire restrictive et celle de la surproduction. Comme nous l'avons vu juste avant, tous les secteurs d'activité seront touchés. Le premier d'entre eux est le secteur bancaire. Puisque les épargnants chercheront à retirer massivement leur argent des banques, celles-ci n'arriveront pas à faire face à cette demande, et plus de 1350 établissements bancaires fermeront leurs portes en 1933. Le deuxième secteur qui est le plus touché, c'est le canal industriel. Puisqu'on a une baisse de la consommation, on verra notamment cette baisse à hauteur de 30% sur les produits industriels et plus de 50% sur les produits agricoles. Le commerce international ne reste pas intact puisqu'on voit une contraction des deux tiers, soit 66% des importations au niveau des États-Unis. Aussi, comme nous l'avons vu juste avant, cette crise s'étendra au reste du monde, et ce, par deux canaux principaux. Le premier étant le canal financier. Puisque les États-Unis ont massivement investi partout dans le monde, notamment en Europe et en Autriche, ces pays-là sont en partie dépendants des États-Unis. Mais les États-Unis décident à la fin des années 20 de retirer presque 1,5 milliard de leurs fonds en direction des États-Unis, ce qui amènera notamment la plus grande banque autrichienne qui détenait plus de 50% de l'industrie nationale à faire faillite en 1931. Le deuxième canal, c'est le canal commercial. On a en effet, encore une fois, une baisse importante des importations de la part des États-Unis, sauf que les pays d'Amérique latine étaient majoritairement dépendants de ces exportations vers les États-Unis. Par exemple, le Chili dépendait à 71% au niveau de leur exportation des États-Unis.
Le problème, c'est qu'on assiste donc à une extrême pauvreté en Amérique latine, et on le sait, quand les peuples sont désemparés, ce sont les extrêmes et le populisme qui arrivent au pouvoir, et c'est ce qui a été vérifié avec Vargas au Brésil et avec Cardenas au Mexique. Cependant, cette baisse de l'importation ne touche pas seulement les pays latins, touche aussi les États-Unis, de telle sorte que nous assisterons à une hausse du chômage à hauteur de 16 millions de personnes, soit près de 2 tiers de la population qui sera impactée directement ou indirectement par le chômage. Maintenant que nous comprenons mieux le contexte, on va regarder ensemble ce qui a été mis en place aux États-Unis par le président Roosevelt, à savoir le New Deal. On différencie deux types de New Deal. Le premier, qui a été instauré pendant le premier mandat et surtout caractérisé par les 100 premiers jours du président, et le second, qui a été mis en place durant son second mandat. Aussi, durant le New Deal, on verra l'apparition de nombreuses agences qui viseront à redynamiser l'économie. Ces mesures ont été prises selon l'influence de deux économies différentes. La première, qui est l'économie brandésienne. Cette économie favorise des mesures qui sont rapides et plutôt souples, contrairement à la deuxième, qui favorise des mesures de protectionnisme et de repli. Alors, pour mieux comprendre les effets du New Deal et ce qui a été mis en place, on verra dans un premier temps des mesures rapides qui ont été prises, dans un second temps des mesures structurelles. Ensuite, on verra ensemble ce qui a mené à la fin du New Deal, puis on regardera ensemble les résultats du New Deal. Pour ce qui est des mesures rapides qui ont été prises par le président Roosevelt, la première, seulement quelques jours après le début de son mandat, ça a été de fermer toutes les banques. On le verra ensuite sur les mesures plus structurelles, mais la fermeture de ces banques visait à la création d'une loi plus générale sur les banques. On le verra juste après. Aussi, pendant la première partie de son mandat, donc pendant le premier New Deal, 15 lois ont été adoptées de manière très rapide pour pouvoir redynamiser l'économie. Par exemple, il y a eu la création d'une agence qui a visé à recruter 250 000 personnes, et ce, de manière extrêmement rapide. Dans les mesures plus structurelles qui ont été mises en place, la première, c'est l'Emergency Banking Act. Cette loi qui a été votée dans la continuité de la fermeture des banques a instauré un examen de solvabilité pour les banques, qui est toujours aujourd'hui en exercice. Le deuxième, c'est le Federal Report Insurance. Cette loi qui a été adoptée consiste à garantir une sécurité minimum pour les déposants à hauteur de $5 000, qui a été revisité depuis. Le troisième, c'est le Securities and Exchange. Cet organisme est un organisme de contrôle bancaire. Voilà, aujourd'hui, il est toujours en fonction, même s'il a changé de nom. Et c'est notamment ce qui a amené à la quatrième mesure, à savoir la sortie du dollar de l'étalon d'or. Ce qui amènera fatalement les personnes qui avaient énormément des quantités d'or à les vendre à un taux qui était fixé aux États-Unis. Et donc, les États-Unis se sont constitués une réserve monumentale d'or, à peu près à hauteur de 70% des réserves mondiales. Une autre mesure qui a été prise, c'est le Tennessee Valley Authorities. Cette mesure visait à faire diminuer le chômage par des travaux publics, notamment du coup dans l'État de Tennessee, même si ensuite cette mesure a été élargie à 7 autres États. Cependant, on verra aussi la création des premiers syndicats et la première forme de retraite par répartition aux États-Unis, tandis qu'avant elle était par capitalisation, ce qui était donc une réelle révolution pour les Américains. L'ensemble des mesures emmène donc l'État américain à instaurer les premières formes d'un État-providence. Cependant, le New Deal a une fin. Cette fin commence à apparaître avec plusieurs sortes de contestations. D'abord, des contestations économiques, où plusieurs économistes se réunissent pour critiquer les résultats plutôt mitigés du New Deal selon différents secteurs. Elle se traduit aussi par une contestation politique, donc des partis politiques opposés, mais aussi des contestations au sein du Parti démocrate.
et aussi par une contestation du peuple américain, notamment les ségrégationnistes blancs, qui se sentent lésés par des mesures antiraciales qui ont été prises en faveur des Afro-Américains, ou même des mesures qui ont été prises en faveur des femmes. Aussi, la fin du New Deal apparaît avec le début de la guerre en Europe. Roosevelt sentait la guerre arriver et donc transforme petit à petit son économie en une économie de guerre et donc ferme progressivement plusieurs agences qui ont été mises en place par le New Deal. Donc il y a une vraie changement de tendance à partir de ce moment-là. Pour remédier à cette crise, plusieurs mesures seront prises partout dans le monde. D'abord aux États-Unis, c'est le président Hoover qui sera au pouvoir à ce moment-là. Cependant, le président Hoover, qui applique une politique assez libérale, ne prendra quasiment aucune mesure contre la crise, et encore moins pour les chômeurs. De fait, le président Hoover sera très rapidement écarté du système politique, de telle sorte que ce sera le président Franklin Roosevelt qui prendra le pouvoir en 1932 et lui mettra en place des vraies mesures, comme par exemple le New Deal. À savoir que le président Roosevelt a par exemple été considéré par les historiens comme le troisième meilleur président des États-Unis après Washington. Aussi, en France, plusieurs mesures sont prises. On assiste à ce moment-là à la prise du pouvoir par le Front populaire. Le Front populaire qui est un rassemblement de plusieurs partis de gauche et qui feront avancer les choses, notamment en termes salariales, avec les accords de Matignon. Ces derniers, par exemple, donneront la possibilité d'une liberté syndicale aux salariés, la possibilité de signer une convention collective, etc., etc. L'intervention de ce gouvernement est aussi forte en termes de nationalisation. Il nationalise énormément d'entreprises et par exemple la SNCF pour les chemins de fer sera créée en 1937. Comme nous l'avons vu juste avant, lorsque les peuples sont désemparés, on assiste à une montée du totalitarisme et c'est ce qui s'est passé en Allemagne et avec Hitler et en Italie avec Mussolini. Ces pays favorisent l'autarcie, c'est-à-dire l'autosuffisance, le fait de pouvoir vivre sur eux-mêmes sans dépendre de d'autres pays. Et par exemple en Allemagne, Hitler arrivera à faire baisser très massivement le chômage. Par contre, toutes ces mesures coûtent extrêmement cher et donc favoriseront la guerre que nous connaissons de 39-45. Même si les résultats du New Deal peuvent être contestés de différentes façons, il n'en reste pas moins que certains résultats sont quand même à soulever. Par exemple, grâce à la création du World Project Administration, on verra que les Américains se sont libéralement libérés par l'art. Par exemple, presque 110 000 peintures à l'huile ont été créées, presque 80 000 sculptures ont également été créées. Aussi, on verra une baisse du chômage qui a été drastique. Par exemple, dans la seule année 1938, presque 3,5 millions de personnes ont été recrutées, majoritairement pour des travaux publics. Ce qui a amené à la création, par exemple, de 275 aéroports, 77 000 ponts, mais aussi de 122 000 bâtiments publics. Alors oui, même si le New Deal n'est pas parfait, il n'en reste pas moins qu'il a réussi à limiter les effets de la crise sur le chômage et sur d'autres sujets, mais il a surtout réussi à redonner confiance aux Américains.